Andal Vraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. 42e épisode. Nous recevons Arzel Younsi, SRI, Site Reliability Engineer, à la fondation Wikimedia. Il nous entretient de son métier encore méconnu, l'ingénierie de la fiabilité des sites. On parle encore de Wikimedia et des autres projets qu'elle porte, c'est-à-dire des enjeux de leur contenu, bien sûr, mais aussi de leur infrastructure, ce qui est moins commun. Bonne écoute. Arzel Younsi, bonjour. Bonjour. Tu travailles à la Wikimedia Foundation et tu y es SRI. Qu'est-ce que c'est que le SRI ? Donc SRI, ça veut dire Site Reliability Engineer, et c'est les ingénieurs qui s'occupent de faire en sorte que les infrastructures techniques qui hébergent les sites internet fonctionnent. Ça a été mis en place par Google il y a quelques années maintenant, et c'est un petit peu la nouvelle version moderne d'un administrateur système qui était le même boulot, mais un peu plus traditionnel. Si on veut comparer les deux, par exemple, il y en a un qui pourrait être un petit peu de l'artisanat, où les personnes vont aller manuellement configurer des serveurs, configurer des routeurs, configurer chaque ordinateur, en gros, manuellement. Et un SRI, ça va être plutôt le côté industrialisation de ça, où on ne va pas avoir un seul serveur indépendamment, mais on va utiliser des principes logiciels pour configurer un grand ensemble de serveurs pour pouvoir gérer des plus grandes charges de travail, que ce soit plus d'utilisateurs ou des calculs plus complexes, et de manière complètement automatisée. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans les 10-15 dernières années, c'est que le nombre de ces manipulations que les administrateurs système faisaient, entre guillemets, à la main, c'est décuplé, voire multiplié par bien plus. Logiquement, si on doit refaire toujours la même chose, autant avoir des scripts qui vont le scénariser. Et donc, souvent on dit que c'est une vision de développeur logiciel sur le métier d'administrateur. Exactement, c'est appliquer les mêmes concepts en gros que le développement logiciel pour manager, pour gérer des infrastructures. Donc on va écrire des outils qui vont faire de l'automatisation à grande échelle, qui vont monitorer, en gros, surveiller, superviser ces infrastructures pour réduire, comme tu l'as dit, les risques d'erreurs manuelles, pour éviter tout le travail répétitif qui est jamais très, très rigolo à faire. On va par exemple avoir une séparation plus nette des développeurs qui vont faire le logiciel, par exemple MediaWiki chez Wikipédia, et les SRI qui vont récupérer cette application et faire en sorte qu'elle puisse tourner à grande échelle. Donc en gros, on a une séparation, on va dire, originelle entre ceux qui développent les logiciels et ceux qui font en sorte que ces logiciels tournent sur la durée, vont analyser les incidents quand il y en a et remettre le truc en marche quand il a planté. Donc ça, c'est plutôt les administrateurs système. Et donc, gérer à la fois la disponibilité du contenu, la pérennité du serveur, c'est devenu en fait une tâche qui demande beaucoup plus d'automatisation à partir du moment où on commence à orchestrer en fait des dizaines et des dizaines de serveurs en même temps qui vont propager le même système. Ouais, exactement. Toi, dans ton travail, qu'est-ce qui va représenter le plus le fait de réussir à faire en sorte que toute l'architecture, de faire une architecture la plus propre possible pour qu'elle, finalement, t'aies plus trop à t'en occuper, ou au contraire, ça va être chaque jour des nouveaux incidents, des nouvelles perturbations que tu vas devoir gérer?
Ça dépend bien sûr beaucoup des jours. D'après un petit peu le guide de Google ou la doctrine de SRI de Google, un ingénieur, un SRI ne devrait pas avoir à faire plus de 50% de ce qu'on appelle le travail opérationnel. Donc c'est par exemple réagir à un problème quand on est par exemple en astreinte ou faire des petites modifications, des petites corrections quand il y a des problèmes se présentent, et 50% de projets. Donc ça veut dire améliorer l'infrastructure existante, améliorer l'automatisation et faire en sorte que l'infrastructure puisse soutenir la charge croissante. Et ça s'inscrit en fait dans un mouvement un peu plus large qui est celui du DevOps, donc qui se propose depuis 20 ans de modifier en fait la relation qui existe entre les administrateurs système et les développeurs de logiciels. Ouais, pour moi, je trouve que c'est quand même très très similaire le concept de SRI et le concept de DevOps. Et ma compréhension en tout cas du sujet, c'est que SRI, ça va être comme DevOps, mais à une plus grande échelle pour des charges de travail plus grandes. Mais dans le fondement, ça va être la même chose. Où on pourrait voir que le côté DevOps, ça va être un développeur qui va avoir un petit peu des connaissances dans tout ce qui est ce qu'on appelle CI/CD par exemple, tout le process qui est mis en place pour tester le logiciel, tester le code que ce programmeur fait et le mettre en production. Moi, disons d'un point de vue extérieur, là, j'ai l'impression en fait que ce qui change, mais tu vas peut-être me contredire, c'est que l'administrateur système, quelque part, il est au service des développeurs logiciels. Et là, en tant que SRI, tu viens en amont. Alors, tu as plus de possibilités de leur dire ce qu'ils vont devoir faire pour bien s'intégrer dans quelque chose que l'équipe SRI a prévu. Est-ce que j'ai un petit peu raison? Je pense, et maintenant j'ai plus trop de souvenirs du monde du côté ingénieur système, où il y en a fait beaucoup de croisements entre les développeurs et le côté infrastructure. Et là, oui, en effet, c'est pareil, pour reprendre la définition initiale de chez Google. Après, pas forcément toutes les entreprises la mettent en place, ou tous les SRI la mettent en place de cette façon-là, mais c'est l'infrastructure définit des règles assez strictes de ce qu'un logiciel doit savoir faire et de comment il doit se comporter en termes de stabilité. C'est les concepts de SLI, SLO, SLA, où ça va être des chiffres où une sorte d'accord entre les SRI, le côté infrastructure, et le côté développeur. Par exemple, les SRI vont dire ok, on s'occupe de ton logiciel, de ton application, on la met en production, ça veut dire qu'on la rend accessible par tout le monde ou par tous les utilisateurs qui sont censés l'utiliser. Mais si jamais elle plante trop souvent, ça va plus être notre problème. On va arrêter, soit on se met d'accord que vous allez arrêter de rajouter de nouvelles fonctionnalités et vous allez vous concentrer sur corriger les bugs jusqu'à qu'elles redeviennent stables. Il y a justement une sorte de discussion un peu plus permanente entre les développeurs et le côté infrastructure. Oui, parce qu'il y a deux logiques qu'on a tendance à opposer entre, on va dire, les développeurs qui veulent tout le temps mettre de nouvelles fonctionnalités et le système en fait qui lui dit avant de mettre quelque chose en place, je veux être sûr à 200% que ça ne va pas tout faire planter. Exactement. Et c'est une logique de l'entreprise, du business. On peut être d'accord que l'application va casser régulièrement, mais il y aura toujours plein de nouvelles fonctionnalités. Si c'est en gros ce que la direction veut, on ne peut pas avoir zéro bug et jamais et on ne peut pas avoir une application qui bug jamais ou dire aux développeurs au premier bug
on arrête de soutenir, de gérer votre application et vous allez le corriger. Donc il y a un entre-deux là à trouver. Donc justement, c'est SLA par exemple, Service Level Agreement. Donc c'est un accord entre les développeurs et les SRI. Et le SLO SLI, ça va être Service Level Indicator. Donc ça va être par exemple sur un logiciel de supervision, ça va être un chiffre qui va dire bon, l'application a fonctionné à 99% du temps. Et SLO, Service Level Objective, c'est la limite qu'on se donne en gros. Ouais, jusqu'où on peut faire planter le système. Oui, voilà, c'est ça. Et en même temps, c'est aussi l'idée de, comme c'est automatisé, comme c'est à grande échelle, de faire remonter le plus possible d'effets indésirables, de ne pas les cacher sous le tapis, mais bien d'en avoir un tableau et de regarder en fait où est-ce qu'on en est. Oui, exactement. Il y a un autre concept, je ne sais pas si vous l'avez mis en place dans ce SRI, c'est l'idée que la propriété de ce qu'on fait et les outils qu'on utilise sont partagés en fait entre toutes ces équipes, entre SRI, entre dev, etc. Ça dépend des outils, parce que chaque outil va avoir une spécialité, donc certains outils vont être utilisés que par les développeurs. Moi, à mon niveau, je n'interagis pas énormément avec les développeurs, donc je ne pourrais pas trop dire ce qu'on utilise. Mais par exemple, tout ce qui est gestion du code, donc les repositories en anglais, les dépôts de code vont être les mêmes chez les développeurs et chez les SRI pour gérer l'infrastructure technique ou pour gérer les logiciels. Donc, en effet, on ne réinvente pas la roue entre chaque équipe, mais après, chaque équipe va utiliser les applications qui fonctionnent bien pour elle, dans la limite de si jamais il n'y a vraiment rien d'autre d'existant qui marche bien déjà. C'est une idée qui soit peut être, on va dire, beaucoup mise en avant, le SRI, soit au contraire parfois critiqué assez vertement. C'est-à-dire qu'à la fois c'est assez peu orthodoxe. Il y a des fois des difficultés à l'implanter dans une entreprise qui aurait déjà des routines. Et puis de l'autre côté, parfois c'est critiqué pour dire c'est juste en fait mettre un titre un peu joli pour l'administrateur système, mais finalement on lui donne pas plus de pouvoir. Je pense que c'est vrai dans certaines entreprises. En effet, il suffit pas de juste dire maintenant tu étais sysadmin et demain tu es SRI. Ça demande de changer les façons de travailler entre les différentes équipes, les façons de réfléchir. Et en théorie, si c'est bien mis en place et que la taille de l'entreprise, si c'est une entreprise avec 10 personnes, ça vaut peut-être pas le coup. Mais pour des infrastructures plus grandes, ça amène à des infrastructures beaucoup plus stables et en gros tout le monde est content à la fin. Si on se donne les moyens de le faire, ça va. Oui, voilà, c'est ça. Si on se donne les moyens de le faire, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit qu'il y ait quand même que ça soit poussé de la direction et donc ouais, si ces principes sont mis en place, ça a fait ses preuves dans d'autres boîtes. Peut-être que c'est pas des bonnes façons de faire ou nécessaires dans d'autres, mais pour des grosses infrastructures, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Comment on devient SRI ? Tu évoquais le fait que c'est né chez Google, mais de la part de développeurs. Toi, tu viens plutôt du réseau. Est-ce qu'il y a des formations qui maintenant existent ou est-ce que c'est au fur et à mesure qu'on obtient toutes les compétences nécessaires, hein ? Moi, j'ai fait mes études. Quand j'ai fait mes études, SRI, ça n'existait pas. Donc, j'étais en gros ce qu'on appelle un ingénieur réseau. Et c'est aussi toujours un terme, un poste très courant dans la majorité des boîtes. Et quand j'ai commencé à la fondation chez Wikimedia, j'avais le statut de Operation Engineer, donc en gros sysadmin. Et donc l'équipe a décidé de faire une transition vers le côté
SRI. C'était déjà des principes qui étaient mis en place avant que j'arrive, et c'était un objectif justement de nos managers. Et donc, on a évolué dans cette direction. Clairement, on n'applique pas tous les principes à la lettre, etc. Mais c'est un peu la direction qu'on prend. Donc, il y a de plus en plus de services qui ont ces SLA, SLO. Il y a de plus en plus de tableaux qui montrent à quel point les services sont stables ou pas par rapport à ces données. Et ça a l'air de faire ses preuves. Je n'ai pas de chiffres en tête ou d'exemples concrets, mais je pense que pour mon ressenti, en tout cas, dans la boîte, c'est quand même une évolution dans la bonne direction. Et si quelqu'un qui serait en ce moment en cours de formation était intéressé, quelle voie tu lui recommanderais pour faire ce métier-là? Qu'est-ce qu'il doit apprendre en premier? J'ai envie de dire l'anglais en premier, et parce que toutes les ressources seront dans ce domaine-là. La programmation. Avant, il y avait quand même une très grande distinction entre les gens qui font de la programmation, donc qui vont être développeurs, et les gens qui font de l'infrastructure et qui n'ont pas besoin de faire de programmation. Et maintenant, c'est indispensable de savoir faire de la programmation pour gérer une infrastructure. Des langages en particulier? Moi, j'utilise à la fondation, surtout, on utilise beaucoup Python, par exemple. C'est un peu le langage qui passe partout. On dit que c'est le deuxième meilleur langage pour n'importe quelle application. Et après, il y a d'autres langages comme Go, par exemple, qui devient de plus en plus populaire. Oui, surtout pour quelque chose qui vient de chez Google. Hein. Exactement. À la Wikimedia Foundation, l'ambiance est bonne? Très bonne, ouais. Vous n'allez pas faire comme les autres et virer 10 000 personnes? Pas à ma connaissance. C'est une fondation à but non lucratif basée en Floride. Hein. Créée en Floride, mais basée à San Francisco, en Californie maintenant, aux États-Unis. Et il y a différentes ensuite associations, sociétés, fondations par le monde. Hein. Exactement, c'est ce qu'on appelle, donc il y a le mouvement Wikimedia, et donc il y a la Wikimedia Foundation, qui est donc l'association américaine, pas vraiment comme une association loi 1901 en France, mais qui s'en rapproche globalement, c'est à but non lucratif. Et après, il y a ce qu'on appelle des chapitres, donc ça va être des associations, comme il y a un Wikimedia France, et il y a d'autres associations comme ça un petit peu partout dans le monde qui vont être là pour promouvoir Wikipédia, faire promouvoir Wikipédia dans leur zone d'influence, que ce soit en France, donc faire des interventions, des conférences. Certains, par exemple Wikimedia Deutschland, donc en Allemagne, ont quelques salariés aussi qui vont travailler sur des aspects de Wikipédia ou des projets de la fondation. Et donc la raison morale en fait de tout ce mouvement, c'est de développer et de diffuser des contenus éducatifs sous licence libre. Exactement. Et donc c'est Wikipédia, mais pas que. Voilà, il y a plusieurs autres. Wikipédia, bien sûr, c'est le plus connu. Il y a plusieurs autres projets similaires, plusieurs autres sites internet. Par exemple, on a Wiktionary, qui est un dictionnaire, l'équivalent d'un dictionnaire. On a Wikivoyage, qui est un guide de voyage, sous le même principe que Wikipédia. Donc tout le monde peut aller contribuer, éditer une page. Il y a Wikiquotes, qui sont des citations. Il y a plusieurs... en allant sur la page wikipedia.org, sur la page d'accueil, on peut voir la liste des différents projets. Et donc, à chaque fois, on va dire dans chaque langage, c'est au moins quelques centaines de milliers de pages, au moins. On commence à entrevoir le nombre de serveurs qui doivent tourner. On a environ, si je me souviens bien, dans les 1500 serveurs, entre serveurs et machines virtuelles. On est principalement des serveurs physiques et qui sont donc dans plusieurs pays. On a nos 2 data centers principaux qui sont à Ashburn en Virginie, donc côté des États-Unis, et à Dallas au Texas.
Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle des sites en gros des CDN, comme on peut en entendre parler, Content Delivery Network, qui sont des ordinateurs qui sont à des endroits un peu stratégiques. Donc par exemple, nous, ça va être à Singapour, Marseille en France, Amsterdam et San Francisco, qui vont avoir comme rôle de garder en mémoire les pages qui sont les plus populaires pour les afficher le plus rapidement possible aux utilisateurs, plutôt que devoir aller en gros recréer la page de zéro à partir de nos bases de données, par exemple. Oui, quand un chanteur ou un footballeur fait une sortie médiatique, tout le monde va aller voir sa page. Et du coup, c'est pas la peine de recalculer des choses dans cette page-là. Il suffit juste de rafficher la même chose. Exactement. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais on a un truc de genre 90-95% voire même plus. On a un taux de pages mises en cache versus pas mises en cache qui est extrêmement haut, en gros. Donc, la majorité des pages que les gens consultent viennent de ces caches et ne sollicitent pas nos serveurs principaux. Toi-même, tu as un contributeur de contenu ? Sur Wikipédia, non. Je contribue pas mal à OpenStreetMap, mais j'ai dû peut-être faire un edit sur Wikipédia. Alors, Wikipédia a à la fois cette force d'être une somme, de tenir en grande partie son projet de rendre accessible la somme des connaissances humaines, mais aussi cette force s'accompagne de beaucoup de demandes en fait, de qualité et de quelque part d'être le plus parfait possible, à la fois aussi dans leur comportement. Et donc, par exemple, est-ce que la question parfois se pose sur, ou a parfois été posée sur la capacité en fait des membres de la fondation à éditer en fait le contenu. Est-ce que finalement ils ont plus de droits que les autres? Donc le fonctionnement de la communauté sur les wikis, j'en suis assez distant, donc je peux peut-être me tromper ou pas être à jour là-dessus, mais il y a tout un système de confiance, tout un système de personnes qui vont être un peu de méritocratie, où les gens qui éditent au fur et à mesure de faire des bonnes édits, ils vont avoir plus de poids et vont pouvoir prendre plus de décisions. Après, il y a beaucoup de consensus. Quand il y a des décisions importantes à prendre, on va demander l'avis, ou la communauté, ou les gens vont demander l'avis de la communauté au sens large. Il y a aussi du poids par les chapitres dont je parlais au début, donc les associations locales ou les groupes d'utilisateurs locaux qui sont regroupés autour d'un sujet particulier et vont aussi avoir leur mot à dire. Donc il va, en général, de ma compréhension de la chose, on attend quand même le consensus sur dès qu'il y a des sujets qui demandent à être discutés, ou dès qu'il y a des désagréments, des désaccords entre les personnes. C'est pas une entreprise, c'est une fondation. Faut quand même qu'elle se finance. Il n'y a pas de publicité. Ça a été un des premiers gros conflits, en fait, savoir est-ce qu'on pouvait mettre de la publicité. Donc depuis, on revient plus dessus. Mais puisqu'on parle dessous, d'où viennent les sous? On est financé uniquement grâce aux dons. Donc ça va être des personnes comme toi et moi qui vont faire des donations. Comme il y a des campagnes tous les ans, on voit assez souvent les gens commencent à connaître la bannière avec la tête de Jimmy Wales dessus, par exemple. Et donc c'est ça qui nous permet de rester complètement indépendant. Justement, tu as parlé de la pub. On veut pas qu'il y ait de la pub parce que, entre autres, on veut pas qu'il y ait que quelques annonceurs, en gros de dépendre de quelques annonceurs qui pourraient dire, ou de grosses boîtes qui nous donneraient des sous et qui diraient non, je vous donne des sous, ou j'arrête de vous donner des sous si vous enlevez les mauvaises choses qui sont écrites sur moi, ou si vous faites en sorte que ma page Wikipédia soit plus vue, ou splendide, etc. Voilà. Quand j'ai été recruté, on m'a dit que donc ça fait quand même
ouais, ça fait comme 5 ans, que la moitié de nos revenus, c'est donation de $30 ou moins. Donc c'est vraiment beaucoup de petites donations, et c'est pas des grosses entreprises, même si il y a aussi des grosses entreprises qui donnent plus. Mais c'est le nombre qui fait vraiment c'est le fait qu'il y ait beaucoup de petits contributeurs. Exactement. Comme pour le contenu, quelque part, il y a beaucoup aussi de petits contributeurs qui viennent rajouter un détail. Exactement, ouais, c'est ça. Et au final, ça donne un contenu qu'on... Toi, tu l'utilises, Wikipédia, au quotidien? Tu as confiance dans ce qui est écrit? Oui, bien sûr. Je l'utilise vraiment au quotidien, ou presque. Certains diront que j'ai réussi mes études grâce à Wikipédia, donc c'est un peu ma façon de rendre l'appareil. Concernant la qualité du contenu, donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet par des journaux, des chercheurs, et globalement, c'est la conclusion, en gros, c'est que c'est quand même de très bonne qualité, mais ça varie. Une page qui va être extrêmement vue, donc il y aura beaucoup de perdieux qui vont aller la regarder, qui vont avoir beaucoup plus de chances d'être de bonne qualité et de ne pas avoir d'erreur qu'une page qui est maintenue ou qui a été écrite par une personne sur un sujet très niche. Ça peut être 100% correct, mais s'il y a une erreur, vu qu'il n'y a pas grand monde qui la regarde, il n'y aura pas grand monde à la trouver. Et en plus de ça, surtout pour lutter contre, vu que tout le monde peut éditer les pages, donc on pourrait se dire les gens peuvent aller mettre un peu n'importe quoi pour s'amuser ou pour avoir raison dans un débat de famille. On a donc ça, justement, ces genres de ce qu'on appelle du vandalisme, et pas, il y a pas mal de mécanismes qui vont l'empêcher, ou du moins le réduire. Donc il y a déjà, par exemple, sur une page Wikipédia, si jamais un contributeur régulier, voit que quelqu'un d'autre a fait une modification sur la page un peu qui chapote ou qu'il aime bien, il va le voir et il peut dire non, ça c'est pas correct, on va l'annuler. Et après, il y a aussi maintenant des algorithmes de machine learning qui vont en gros donner des notes aux différentes modifications sur Wikipédia, et si la note est vraiment trop basse, ça veut dire que c'est extrêmement probable que ça soit du vandalisme, ça va être annulé automatiquement. Si on n'est pas trop sûr, ça va aller un peu dans une pile pour que des gens vérifient, et sinon ça va être accepté. Donc on a des traitements aussi maintenant de plus en plus automatisés pour réduire la charge de travail sur les bénévoles, les contributeurs qui vont faire ce travail de police ou de ménage manuellement. Oui, en fait, comme toute autre source, il faut apprendre à la lire. Elle n'est pas parfaite, hein. Elle a comme tu le dis, selon les pages, elle va avoir un niveau d'exactitude plus ou moins bon. Comme d'autres sources pourraient, on va dire, qui font officielles, peuvent aussi contenir des inexactitudes. Et donc ici, l'avantage peut-être de Wikipédia sur d'autres modèles plus classiques, c'est de proposer des outils supplémentaires pour affiner cette lecture-là, si on veut vraiment l'approfondir, si on veut vraiment vérifier que, on va dire, formellement, le contenu a des chances d'être juste. On peut regarder, comme tu le dis, d'une part si la page est très fréquentée, et puis peut-être aussi l'historique, par exemple, les débats qu'il y a autour de l'écriture de la page elle-même. Ça, c'est un très bon point, oui. Il y a, surtout les pages Wikipédia, ou la majorité des pages Wikipédia, il y a un onglet discussion, et c'est un peu le revers de la page où on voit un peu les contributeurs, les personnes qui ont contribué à la page ou qui veulent contribuer à la page, discuter de comment dire ça, ou est-ce que ça on le dit, ou est-ce que... et en gros, qui vont vraiment discuter du contenu pour arriver à un consensus et se dire, ok, ça c'est bien, mais ça alors, c'est autre chose, c'est pas encore, il n'y a pas encore assez de sources, on n'est pas sûr, ou alors on va rajouter un onglet, une partie controverse à la page en mettant le pour et le contre quand les gens sont vraiment pas d'accord, pour que le lecteur puisse se faire son propre avis. Mais en effet, il y a
ce travail d'équipe, on va dire, pour arriver à la page la plus correcte possible. Et est-ce que cette communication, ces schémas de communication se retrouvent aussi dans la structure même pour les gens qui y travaillent? Est-ce que pour toi c'est pareil de travailler dans une fondation ou dans une autre entreprise? Globalement, c'est assez différent. J'ai travaillé dans une autre asso avant de venir à la fondation, donc je n'ai pas d'expérience directe en entreprise, mais pour ce que j'en apprends, etc., il y a quand même un fonctionnement qui est très différent par rapport aux entreprises, on va dire, standards. Le fait qu'on n'a pas d'objectif de revenus, par exemple, y a moins de pression. Et c'est beaucoup de gens qui sont là, voire tout le monde, qui font ça parce que c'est aligné avec leurs valeurs, parce que c'est un projet dans lequel ils croient. Donc c'est un environnement qui est très, très bienveillant. Toute notre communication est publique. Ça, on le voit dans Pas de boîte. Où par exemple, la configuration des appareils réseau, sauf les mots de passe bien sûr, sont publics sur un repo Git. Pareil pour la configuration Puppet, donc le code qui configure les serveurs eux-mêmes, toute la communication, notre documentation, etc. Tout est public parce que déjà on ne croit pas en tout ce qui est sécurité par obfuscation. Donc en gros la sécurité par cacher les choses. Et oui, parce que ça finit toujours par devenir public. Ouais, voilà. Et puis ça donne une fausse sensation de sécurité aussi. Si c'est pas vraiment sécurisé par d'autres moyens, c'est juste ça, c'est assez moyen. Et puis aussi, vu que on vit grâce aux dons, c'est un petit peu aussi être transparent par rapport à ce qu'on fait avec ces dons. Et puis aussi simplement parce que on est content que le code qu'on fait, les contributions qu'on fait, il y a d'autres gens qui puissent venir voir ce qu'on fait, nous piquer des idées, contribuer, même s'il n'y a pas beaucoup de contributeurs bénévoles qui travaillent sur l'infrastructure, on est content que ça puisse potentiellement aider d'autres gens dans le domaine. En fait, mettre à disposition un tel espace collectif de travail, ça vous responsabilise quelque part vis-à-vis ou en tout cas ça donne une responsabilité particulière vis-à-vis de personnes qui ne sont pas finalement vos clients, mais plus des partenaires. Ouais, exactement. On appelle ça des utilisateurs, on appelle ça des wikinotes. Quel rapport ou quelle image on a en fait ensuite de ceux qui vont accéder à. Ouais, globalement on est des utilisateurs. En tout cas de mon point de vue. Et puis après, il y a du point de vue en tout cas purement technique et infrastructure, on fait la distinction principale entre les lecteurs et les éditeurs, parce que au niveau de l'infrastructure, un lecteur, ça n'a pas les mêmes coûts sur l'infrastructure, parce que ça va pas aller jusqu'aux bases de données, ça a un poids moins lourd sur l'infrastructure, et ça passe dans des chemins différents, on va dire. C'est devenu un outil éducatif primordial. Est-ce que quelque part ça représente ou pas une mission de service public maintenant ? D'une certaine façon, oui, à partir du moment, je pense, où un outil est utilisé par un grand nombre de gens, pour moi ça tomberait dans ce domaine-là, en effet, où on va pas faire machine arrière et leur enlever. Et surtout un outil qui bénéficie à la société, ce serait problématique, oui, de faire machine arrière. Et certains États censurent Wikipédia. Est-ce que ça a des conséquences sur la manière dont vous travaillez au niveau de l'infrastructure ? Au niveau de l'infrastructure, ouais, on a justement ce côté vie privée et censure bien en tête en permanence. Donc, par exemple, pour la censure, ou du moins pour lutter contre la censure, on est propriétaire de nos propres serveurs, on a nos propres CDN, on ne passe pas par des
des opérateurs de cloud comme Amazon ou Google Cloud, ce qui nous permet de rester pareil, indépendants sur ces points de vue-là. Un pays peut par exemple nous demander de censurer une page, on peut leur dire non. S'ils demandent ou ils font pression sur nos hébergeurs, sur un opérateur de cloud, on ne sait pas ce qui pourrait en gros s'il pourrait accepter cette demande de censure. Ouais. Et donc cette indépendance vous permet en fait justement de garder en fait cette tranquillité d'esprit en disant voilà, c'est vos décisions et vous pouvez les assumer jusqu'au bout sans vous faire couper l'herbe sous le pied par un prestataire. Exactement. Et sur le côté de la censure, justement, quand on est passé à HTTPS, donc en gros à chiffrer les communications entre l'utilisateur et nous, et on est passé d'un modèle où un pays, par exemple, ou un fournisseur d'accès à Internet pouvait bloquer une seule page, jusqu'à un modèle où maintenant ils sont obligés de bloquer tout Wikipédia ou rien. Donc, c'était avant mon temps où cette transition a été effectuée, mais justement on a vu que maintenant les pays ils ont un peu plus peur de bloquer tout Wikipédia, même si quelques pays comme la Chine, la Turquie l'a fait il y a quelques années. Ils ont fait machine arrière, non ? Exactement, ouais. La Turquie, ouais. C'est allé, je sais pas où ça en est, mais il y a c'est passé à la cour ou c'est en train de passer à la Cour de justice européenne, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, elle a levé le blocage. Ouais. Et puis après, il y a aussi le côté justement vie privée, le fait d'avoir tous nos propriétaires de toute notre infrastructure. Et on est les seuls avec nos opérateurs Internet, en gros, à savoir quel utilisateur va sur Wikipédia, et on est vraiment les seuls à savoir quel utilisateur ou quelle adresse IP a consulté quelle page. Et donc on garde vraiment pas longtemps ces informations-là, et ça, alors que si on passait par exemple à des opérateurs tiers comme Cloudflare par exemple, et on devrait ils auraient accès à ces informations, ce dont on ne veut absolument pas. Parce que justement, par exemple, en Arabie Saoudite, je crois, récemment, il y a quelques contributeurs Wikipédia qui sont fait arrêter, je ne sais pas comment, mais qui sont fait arrêter pour avoir contribué à quelques pages sur Wikipédia. Il y a certains pays, certaines personnes pourraient en effet avoir des problèmes pour juste contribuer à certaines pages Wikipédia, par exemple. Donc c'est un sujet qu'on prend au sérieux. On peut contribuer au contenu de Wikipédia dans des façons bien connues. Est-ce qu'on peut aussi contribuer à vous aider en fait sur l'infrastructure elle-même ? C'est possible. Il y a pas beaucoup de bénévoles qui aident, mais il y en a quelques-uns. Il y a la meilleure façon, je sais pas, il n'y a pas vraiment un point d'entrée. Le mieux, c'est soit d'aller sur IRC par exemple, donc le logiciel de discussion, et discuter avec nous, ou m'envoyer un email, ou aller sur notre site internet Wikitech, qui est notre documentation en gros. Et est-ce que tu es sur les médias sociaux ? Est-ce que les gens peuvent suivre ton activité ? Est-ce que tu parles de toi ? Pas vraiment, non. Non, je suis pas trop sur Twitter, je suis pas trop, même pas du tout. Donc j'ai pas trop de médias sociaux. Donc le meilleur moyen de te contacter, c'est par email. Ouais, email c'est très bien. Ou par IRC pour. IRC, Signal. Ok, très bien. Ou LinkedIn, je suis sur LinkedIn, mais pareil, je me connecte une fois tous les 3 mois. Mais c'est encore possible. Merci beaucoup, Arzel Younsi. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.